Quand on parle du joueur, c'est pour moi la confiance. Il y a une relation de confiance qui doit avoir entre entraîné et entraîneur. Et on doit aussi développer à travers nos séances de la confiance pour le joueur. Développer de la confiance, c'est développer de la confiance en lui et développer de la confiance en ce qu'on va lui dire. Un joueur qui a confiance en son entraîneur, il va le suivre. Un joueur qui a confiance en lui, il va aller plus loin et plus vite. La dernière chose au niveau de la posture, j'ai mis ici tout n'est pas technique parce que nous, à Landerneau, on travaille en staff. C'est-à-dire que quand il y a une joueuse qui est sur du travail individuel, moi, je suis persuadé que tout n'est pas basket. C'est-à-dire que des fois, il y a des blocages, mais parce que peut-être que la joueuse, en fait, elle a un problème physique. Et quand tu en parles avec le préparateur physique, tu lui dis, bah écoute, moi, j'ai vu ça de la joueuse, je vois qu'elle a du mal à fléchir. Et il va te dire, oui, en effet, elle a un déficit sur la jambe gauche, on travaille dessus, et en fait, tu te rends compte que toi, pour franchir un cap, il faut d'abord que le prep fille ait réussi à franchir un cap aussi avec la joueuse. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pareil, des fois, il y a aussi l'aspect mental où c'est pas technique, c'est la peur ou des difficultés mentales à franchir des caps. Et donc là, avoir un préparateur mental ou quelqu'un qui a cette casquette, ça peut aussi aider à franchir des caps. Ce que je veux dire, c'est que le développement individuel n'est pas que basket et qu'il faut bien englober tout ça. Donc dans la posture, c'est important d'avoir pour moi beaucoup de recul, beaucoup d'humilité et, et d'être dans le partage. Comment est-ce qu'on s'organise, nous, au Landerneau Bretagne Basket, avec les joueuses professionnelles? La première chose qui est faite, enfin, une des premières choses quand on va parler de travail individuel, c'est lors d'entretiens formels. Alors, en début de saison, en milieu ou fin de prépa, il y a un entretien qui est fait avec le coach et moi-même. Et en fait, durant cet entretien, on balait pas mal de sujets, arrive le travail individuel, les points forts et les points faibles. Et cet entretien, il est renouvelé à la mi-saison pour qu'on fasse un point sur ce qu'on a dit. Pendant cet entretien, il y a une chose qui est importante qui est identifiée, c'est les points forts. Parce que les points forts, c'est la raison pour laquelle la joueuse aujourd'hui, elle est ici. Les points développés sont les points qui vont faire que la joueuse va être épanouie parce qu'elle va se sentir plus forte. Et aussi, l'équipe va aussi être plus forte parce qu'il aura une joueuse plus forte. Donc ça, pour nous, c'est important. On le formalise. Donc le coach, il a, il a un document formel qui est envoyé ensuite aux joueuses et dans lequel il y a cette partie-là. Donc, il y a une validation de tout le monde pour dire on est d'accord, ça c'était point fort, ça c'était point développé. La priorité, c'est que ça reste des points forts, voire que ce soit renforcé. Et ça, par contre, on va tout mettre en œuvre pour le développer. Mais on n'oublie pas que ça, c'est ce qui fait que la joueuse aujourd'hui, elle est là et ça doit rester un point fort. Comment derrière on s'organise pour travailler. Je vous ai mis ici une semaine type. Alors tout ce que vous voyez en SI, c'est les potentielles séances individuelles. Et puis après, donc là, je vais vous expliquer d'ailleurs comment est-ce que nous, on fonctionne. Il faut savoir une chose, c'est que pendant la prépa estivale, donc on va dire août-septembre, il n'y a aucune séance individuelle. Il n'y a aucune séance individuelle parce que les objectifs, c'est d'être prêt physiquement et d'être prêt collectivement. Donc là, dans ces moments-là, on ne prend pas le temps de faire des séances individuelles. Et aussi, pour nous, c'est un temps d'observation. C'est un temps d'observation pour derrière voir réellement quels vont être les points à travailler. Derrière, pendant la saison, donc nous, on n'était pas en Coupe d'Europe cette année. Donc on avait un match semaine. Donc, comme vous voyez là, on a en rouge, c'est toutes les séances à haute intensité. En orange, les séances à moyenne intensité. En bleu, c'est light. Et le vert, c'est soin au repos. Il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la joueuse, elle a envie de se développer, mais il y a un impondérable, c'est que sur les séances d'entraînement collectif, elle soit performante, en forme et pas fatiguée. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte quand
quand on planifie les séances individuelles et sur laquelle il faut être capable de moduler. Euh, Comme je disais, on travaille en staff parce que les filles, donc, elles ont les séances collectives, elles ont les séances individuelles, mais elles peuvent aussi avoir d'individuels en extra muscu et elles ont tous les soins à faire. Ce qui veut dire qu'il faut un maximum de communication pour que tout fonctionne bien et il faut planifier. Moi, aujourd'hui, les joueuses que j'avais en développement individuel, en gros, tous les dimanches, il y avait un texto avec les horaires de travail. Euh, les horaires de travail, donc celles qui jouaient le moins, souvent le lundi matin, il y avait séance de 45 minutes, 1 heure. Le mardi, il pouvait y avoir séance une demi-heure avant ou une demi-heure après. Et puis, des fois, je pourrais en avoir une ici et une là. Le mercredi, on était souvent sur une séance pareil de 45 minutes, 1 heure. Le jeudi, souvent on fait un peu avant et un peu avant l'après-midi. Le vendredi, on fait un peu plus long après parce que l'après-midi n'a rien. Et là, cette séance, en fait, pour nous elle est intéressante. C'est souvent pour les jeunes joueuses qui jouent un peu moins. Avant le match, on essaye d'avoir un vrai workout en fait, de 45 minutes où aussi on va être dans la répétition de tous les tirs de match. Mais pour elle, on va pousser un peu plus parce qu'on sait qu'elle joue moins et bon, c'est quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment ou si c'est clair. Karim, tu me dis. Je crois que c'est bon. Tu peux y aller. Donc, on enchaîne. Donc, sur la planification, comme je disais, il faut être capable de réguler et de se dire des fois, faut retirer parce que les filles sont fatiguées. Il faut aussi prendre en compte les séances de muscu en extra avec le prep fille. Et après, il faut aussi, et on le verra après quand on sera sur le thème du développement, prendre en compte l'intensité qu'on va avoir ici par rapport à l'intensité qu'on va mettre dans les séances. Voilà. En sachant que vous voyez, sur les séances rouges, là, on a rarement une séance post-séance. Pourquoi Parce que c'est compliqué quand on a vraiment été dans le dur, quand on a vraiment tapé, de se dire que derrière, on va se rajouter du travail. Euh, les filles sont censées s'être bien données ici. Si on rajoute une séance après, c'est souvent compliqué. Wani, il y a Bien. Alexandre qui demande ce que VV signifie. Vivacité. D'accord, merci. De rien. Alors, avant de rentrer dans la partie basket, modèle de Maslow autour de l'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre que tout ne se passe pas en un jour et qu'il faut laisser du temps. Le temps, c'est le meilleur allié de l'apprentissage et du joueur parce que on va on va des fois amener des modifications, des fois des modifications dans les gestes techniques ou dans les habitudes de faire. Et ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps et de se dire qu'on y va par étapes et que l'apprentissage et le développement, c'est tout un processus. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime dire aux joueurs, c'est on n'est pas pressé, on a des portes à ouvrir et le but, c'est de prendre le temps de les ouvrir. Si ça va vite, tant mieux, mais le but, c'est in fine d'avoir de la régularité. Donc, pour moi, l'étape la plus importante, c'est la prise de conscience ici. Là, de passer de l'état d'inconscient incompétent à je suis conscient. Voilà. Et ça, on va y revenir après, mais je sais que je ne sais pas, c'est quelque chose de très important parce qu'à partir de là, on va ouvrir des portes, on va ouvrir le champ des possibles et on va déjà changer un petit peu la manière de voir les choses et on sera beaucoup plus malléable. Voilà. Donc, ces 4 étapes-là, inconscient, incompétent, conscient, incompétent, conscient, compétent et inconscient, compétent, on va revenir tout au long de la présentation dessus, tout au long du développement. La première chose, pour moi, avant de commencer à travailler, avant de commencer à remédier sur l'aspect développement, c'est de prioriser. Comme je disais, on a en début de saison un entretien où on connaît les points forts qu'on doit renforcer tout au long de la saison, qu'on doit travailler tout au long de la saison. C'est-à-dire que si j'ai
Si j'ai 5 séances avec une fille sur la semaine, ça peut être 30 minutes par-ci, 20 minutes par-là ou 40 minutes, je vais dire sur les 4 séances, il va y avoir un moment où on va bosser les points forts sur au moins 4 séances parce que c'est son fonds de commerce. Mais ensuite, prioriser, c'est dans les axes de développement, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va en prendre un et puis on va essayer de bosser dessus en priorité. Les outils qu'on a pour observer la vidéo, l'œil humain, les statistiques, et j'ai pas mis, mais il y a aussi le ressenti du joueur. Mais le but de l'observation, c'est in fine d'avoir quelque chose de factuel, voilà, ou sur lequel on peut se poser et dire, bah, là c'est comme ci, là c'est comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et là on arrive au constat et à l'échange, et le but de cette étape, de l'observation, de la constatation, c'est d'arriver à un constat commun pour une prise de conscience. Ce qu'on disait juste avant, c'est que la prise de conscience, c'est le moment où je passe à je sais que je ne sais pas. Voilà. J'ai un problème sur le tir. Jusque-là, je ne savais pas que j'avais un problème sur le tir. Aujourd'hui, je sais que j'ai un problème et je sais c'est quoi mon problème. D'accord? Et à partir du moment où je sais quel est mon problème, et ben, pour moi, ça va déjà être plus facile de le régler. J'étais hier en ligne avec une joueuse de ligue féminine qui, en 3 ans, est passée de 28% à 43% à 3 points. Sauf que l'année dernière, elle était encore qu'à 30%. Donc, moi, je lui demandais un petit peu qu'est-ce qu'elle avait changé et qu'est-ce qui avait fait qu'en un an, comme ça, elle ait pris 13% sur le tir et puis que ce soit devenu une fille qui tire beaucoup plus à 3 points maintenant qu'à 2 points. Et en fait, sa réponse a été pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de quantité, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume. Et cette année, j'ai changé un petit peu ma manière de travailler. Donc, elle a fait un peu plus analytique, mais surtout, elle a posé un constat. Elle a posé le constat et ils ont trouvé que, notamment sur son tir, il y avait un problème de gainage et d'équilibre. Et à partir du moment où ils ont pris conscience de ça, ils ont travaillé dans ce sens. Et là, après, elle m'a dit, bah, écoute, ça a ouvert beaucoup de portes. Et je pense que cette prise de conscience et le fait de prendre le temps d'observer avant de poser un constat, c'est très important. Et derrière, ça permet d'être plus efficient et plus pertinent dans ce qu'on peut mettre en place en termes de remédiation. Est-ce qu'il n'y a pas de questions, Karim? Bon, je peux enchaîner jusque-là sur cette slide, c'est bon? Oui, alors il y a des questions un peu générales, mais je pense tu pourrais y répondre à l'issue de la présentation. Ok, très bien. Alors, méthode d'entraînement, c'est un bien gros mot, c'est un petit peu comment est-ce que moi je vois les choses, comment est-ce que j'entraîne sur mes séances. Il faut savoir que ce soit en travail individuel ou en travail collectif, c'est à peu près pour moi la même chose, le même cheminement. Alors, la première chose, c'est être sur quelque chose de simple et précis. Euh, Mes consignes doivent être simples et précises. Mes exercices doivent être simples parce qu'en soi, ce n'est pas l'exercice le plus important, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas l'exercice le plus important, mais c'est ce qu'on y apporte, c'est ce qu'on y met. Moi, j'adore la cuisine. Par exemple, je vais faire un peu un petit comparatif. C'est pas le volume du plat qui importe, mais c'est le nombre d'ingrédients qu'on y met, mais plutôt la qualité de ce qu'on va y mettre et la précision dont on va doser l'assaisonnement. Voilà. Pour moi, ça c'est très important. Donc être sur la simplicité et la précision. Et en réalité, les joueurs, ils ne demandent pas à faire 20 000 exercices. Mais par contre, ils vous jugent. Ils vous jugent très vite sur est-ce que ce que tu me dis est pertinent. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, notre vraie satisfaction, c'est quand on donne un outil, on donne un conseil et que le joueur derrière, boum, il s'y retrouve et il dit ah ouais, ah c'est vrai. Et en fait, là, on gagne du crédit et surtout, comment dire, on a pu répondre à une problématique. Je pense que la simplicité et précision, c'est une des premières clés, vraiment, et précis et rigoureux. Et rigoureux. C'est-à-dire que s'il faut dire 10 fois, attention, ça c'est pas comme ça, c'est pas dans ce timing, attention, ton ballon, mets-le là pour protéger par rapport au défenseur, il faut être capable. Il faut être capable. Deuxième chose, moi j'aime les routines. J'aime faire des routines. Je vous en montrerai après en vidéo une petite routine par rapport au tir. Parce que pour moi, ça crée des habitudes.
ça crée des habitudes. Et puis, ça amène aussi vers l'autonomie parce qu'on n'a pas toujours besoin du coach. Et puis, ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance parce que ça crée des sensations, ça crée de la mémoire corporelle. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. L'autre chose, répéter. Je pense que c'est important de faire des choses simples. Être capable de les faire à haute intensité à un moment donné, ça c'est très important pour le haut niveau. Et répéter. Mais il y a une chose, répéter 10 000 fois quelque chose mal fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, il faut le comprendre. Répéter pour répéter, il y a pas d'intérêt. Par contre, répéter en cherchant à se corriger ou répéter quelque chose de bon, ça, c'est très important parce que emmagasiner en mémoire corporelle 10 000 fois la même erreur, c'est plus tuer le joueur qu'autre chose. La dernière chose que j'utilise sur les entraînements, c'est les feedbacks, notamment les feedbacks vidéo et la mise à disposition des vidéos pour les filles. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir un outil, Keymotion, qui filme, qui peut filmer les sessions individuelles. Donc, dès qu'on a une session, les filles qui ont voulu, elles ont pu se créer un compte. Donc, on leur a ouvert un compte. Elles peuvent prendre leurs vidéos, regarder. Nous, en plus, sur le terrain, des fois, ça m'arrive tout bêtement de prendre, filmer avec mon téléphone pour un moment avoir l'autoconfrontation. Parce que je pense que l'autoconfrontation, c'est quelque chose qui sert beaucoup le joueur parce qu'il se voit. Des fois, il a un ressenti, mais ça déforme la réalité. Et le fait de se voir, c'est quelque chose qui peut aider. La dernière chose dans la vidéo, c'est aussi des fois montrer des exemples. Voilà. Prendre un joueur qui fait bien la chose, lui montrer, voilà, c'est ça que je vois, c'est ça que je veux, et aujourd'hui, c'est ça que tu fais. Est-ce que tu vois où est-ce qu'on doit arriver? Et là, ça peut faire un petit déclic et dire, OK, voilà. Euh, le but, pour moi, de l'entraînement, c'est d'amener le joueur vers l'autonomie et la régularité. Le but, c'est que le joueur, il n'ait pas besoin de moi toute sa vie. C'est aujourd'hui, on travaille pour développer un point. On va se donner un laps de temps qui peut être réduit ou agrandi en fonction de ce qu'il y a. On va essayer de donner des outils, donner des clés, lui permettre d'ouvrir des portes. Et puis le but, c'est ça, arriver à la régularité. Et pour qu'il y ait de la régularité, ce que je disais avant, il faut que dans ce qu'on ait fait, on soit précis pour que lui, ce soit cohérent et que dans la répétition, il répète quelque chose de juste qui l'amène à être régulier en match. Je vais mis une petite citation de coach Joulet que j'aime beaucoup. Par la répétition, de développer les automatismes et les caractères. Et je pense que c'est quelque chose de vrai et d'important. Quelque chose de vrai et d'important. La continuité un petit peu, si on sort de l'aspect technique pur, ce que j'aime et je pense qu'il est important, c'est sortir le joueur de sa zone de confort. Lui apprendre à sortir de sa zone de confort, se mettre en difficulté, apprendre à échouer pour réussir. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je pense qu'on ne peut pas si on ne se met pas en danger. Et ça, c'est important. Pareil, il faut challenger. Moi, il y a beaucoup de joueuses qui, au début, avant qu'on travaille ensemble, bon, l'entraînement se termine et puis elles partent. Et en fait, là, tu challenges, mais pourquoi tu pars maintenant? Va en mettre deux de suite sur chaque spot ou 5 de suite. Ça te prendra 5 minutes. Et puis, des fois, ça prend 1 heure. Et en fait, là, on va sortir parce qu'on avait prévu de ne pas rester. Et puis, on crée des habitudes de travail. Et en fait, on montre aussi la voie pour réussir. C'est qu'il y a rien d'autre que le travail. Challenger, c'est aussi au quotidien, sur les entraînements, lui dire tu es capable de. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans la tête d'un athlète, c'est qui est le moins de négation possible. Et le je suis capable de, c'est très important. Et enfin, la dernière chose que j'essaie de faire, c'est développer de la confiance dans l'athlète. Et ça, on y reviendra après. Mais je pense que pour un joueur, il ne faut pas se mentir, rares sont les joueuses que j'ai eues pendant une saison qui n'ont jamais pleuré sur un entraînement individuel. Mais on pleure pas parce que je crie ou quoi que ce soit. Non, non. On pleure ou on craque un moment parce que
parce qu'on est hors de sa zone de confort, on ne maîtrise pas tout et qu'on arrive peut-être au bout de soi-même. Et ce qui est important, c'est à ce moment-là de leur dire, tu es capable de, vas-y, tu fais beaucoup d'efforts. Et c'est ces efforts-là qui vont te permettre, toi, de te développer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas technique et l'aspect mental dans le développement est pour moi hyper important. Alors, je ne suis pas préparateur mental, je n'ai pas tous les skills qu'il faudrait. Néanmoins, je pense que au quotidien, c'est quelque chose qu'il faut chercher à développer. La dernière chose, après j'essaierai de passer que sur le développement, c'est ce que je disais, les points forts. C'est ce pour quoi on est bon aujourd'hui, c'est pas à délaisser et c'est à renforcer. Et ça, il faut bien le faire comprendre à l'athlète. Des fois, on a envie d'aller sur ce qui nous manque, mais il ne faut pas oublier qui on est et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est une priorité. De toute manière, il faut savoir que nous, le coach, il le dit et puis il l'exige aussi. Hein. Si demain, il voit qu'une fille qui met des tirs, elle ne fait plus de tirs, elle fait que des finitions près du cercle, à un moment donné, il risque de me regarder bizarrement en me disant, tu sais pourquoi elle est là. Alors maintenant, je vais vous amener un petit peu sur, pour moi, un cheminement un cheminement un petit peu dans le développement, les différentes étapes que j'aime prendre et pourquoi. Et pourquoi. La première des choses, c'est l'analytique et le dynamique. Et pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on a été dans la prise de conscience, on va essayer de créer des bases. Euh, L'analytique, pour moi, on va essayer de créer des sensations et avoir comment ça s'appelle, avoir des repères. Dans le dynamique, on va essayer du coup de mettre tout ça en mouvement et du coup créer un petit peu une sorte d'incertitude avant d'aller dans la contextualisation. La contextualisation, et je vous mettrai des exemples après parce qu'on va venir sur chaque slide. Contextualiser, pour moi, c'est être dans la prise de décision, être capable de lire, prendre la décision, être avec la contrainte défensive, être avec la contrainte mentale, c'est-à-dire tout ce qui est challenge, mes ordres de suite, mes 3 switches consécutifs, plus 1, moins 1, tous ces facteurs qui nous permettent à un moment de rester concentré et de rester sous pression parce que en match, chaque action compte, j'ai envie de dire. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que quand on arrive au moment où la pression est un peu plus haute, on n'ait jamais l'habitude d'être sous pression pour prendre un tir. Donc, cette contextualisation, pour moi, elle est très importante. Derrière la contextualisation dans le travail individuel, on va arriver sur la capacité à réinvestir tout ce travail à l'entraînement. Et quand on y arrive, c'est-à-dire que déjà, la zone de confiance, elle est plus importante parce qu'on se sent capable d'eux. Donc, je suis conscient que je suis compétent. Là, pour moi, on est à la 3e étape de l'apprentissage. J'ai pris conscience que je suis compétent. Du coup, je le réinvestis à l'entraînement. Et si je le réinvestis à l'entraînement et que j'ai de la réussite, je sais que je vais les réinvestir en match. Sur le réinvestissement à l'entraînement, nous, de par les échanges avec le coach, j'ai toute liberté d'intervenir auprès des filles que je suis sur le travail individuel. Donc, souvent, les feedbacks, c'est moi qui vais les faire. C'est-à-dire que, je sais pas, on a travaillé sur le pick and roll, sur le pick and roll le matin sur la séance, parce que je savais que l'après-midi, on allait avoir une séance axée sur pick and roll. Hop, 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 la fille, elle a 2-3 situations, on va boire, et ben là, moi, je peux faire un feedback. Attention à ci, attention à ça. Et ça, c'est important qu'au moment où ce soit réinvesti à l'entraînement, il y ait toujours cet accompagnement qui arrive, les feedbacks. Des fois, on met même la vidéo à l'entraînement, donc ça nous permet de ne pas attendre le match pour avoir de la vidéo, mais faire de la vidéo sur ce qui a été réinvesti à l'entraînement. Et l'objectif, c'est d'arriver à le réinvestir en match, non pas juste pour le réinvestir, mais pour être régulier, ce que je disais un peu plus haut. Et quand on arrive à la régularité en match, à la maîtrise complète, ça veut dire qu'on est devenu inconsciemment compétent parce qu'on ne pense plus quand on fait la chose. On ne pense plus et c'est totalement acquis. Je vais juste revenir sur cette partie-là entre contextualiser et réinvestir à l'entraînement. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est des fois de préparer l'athlète aussi à ce qu'il va rencontrer à l'entraînement.
C'est-à-dire que moi, j'ai la chance en étant assistant et donc je sais les séances qu'on va avoir. Ce qui fait que des fois, quand on est sur des axes de travail, en amont, je peux dire, ah bah, sur cette séance, on va faire ça parce que je sais que ce soir ou demain, voilà ce que tu vas voir à l'entraînement. Du coup, tu pourras derrière, après l'avoir remis dans le contexte ici, là, du 1 contre 0 ou du 1 contre 1 avec le choix de la défense ou autre, là, tu pourras le remettre dans le 5-5. D'accord? Et ça, je pense que c'est important d'avoir la capacité à faire ça parce que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps parce que si on est ici à travailler des choses et qu'on n'a jamais l'occasion de les mettre là, aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, avant d'enchaîner au point par point sur les vidéos ou les petits exercices, ce que je me propose de vous faire, Karim, tu me dis c'est bon, c'est de vous montrer un petit peu nos, des fiches que je fais enfin, qu'on fait sur le travail individuel pour formaliser les choses. Oui, oui, vas-y, c'est C'est tout est bon good? à prendre. Tout est bon à prendre. Ok. Alors, tac, 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 tac. Là, tu vois quoi, Karim? Là, je suis sur ta dernière slide de ton Ok, PowerPoint. Renforcer et développer. ok, parfait. Tac. Alors, je prends juste le temps de les ouvrir. Ok, ok, c'est bon. Alors, on attend, ça doit s'afficher. Est-ce que tu, est-ce que tu peux recliquer sur le partage d'écran, s'il te plaît? Pas de souci. Alors, est-ce que tu l'as? Alors, c'est pas celui-là que je vais te mettre. Oh, c'est celui-là. Est-ce que tu Ouais. l'as? On l'avait. Ah, Là, on a un écran blanc. t'as un écran blanc. Ouais. Ok. Don't worry. We good. Ok. Ça. Ouais, on est toujours sur l'écran blanc, ouais. Ah. Écoutez. Eh ben. Là, tu es encore sur un écran blanc? Non, là, on a le partage Ok. d'écran est désactivé. Ah, ok. Alors. Et là, tu es sur quoi, là? Bah, on y est, mais c'est bizarre. Si tu le mets peut-être pas en plein écran, peut-être que ça peut s'afficher. Parce que ça s'affiche et puis ça disparaît. Ok. Là, tu l'as? Ouais, là, c'est bon. À mon avis, laisse-le comme ça et on voit très Ah, bien en plus. alors, désolé. Alors, voilà, un petit peu, en fait, parce que le truc, c'est que souvent, on dit, bah, comme je disais, on observe, on constate. Et alors, c'est pas forcément pour les joueuses, mais plutôt pour nos entraîneurs, c'est de se dire, bah, à un moment donné, il faut formaliser. Donc, on était parti, enfin, moi, j'avais eu cette réflexion de partir sur ça. C'est axe de développement, c'est quoi? Quels sont les constats de départ? Et après, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour remédier? Voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour remédier? Combien de temps? Le combien de temps, aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que c'est un peu obsolète parce que c'est variable. En réalité, c'est variable et on peut pas vraiment tabler. Je pense que le plus important, c'est d'avoir en tête les différentes étapes qu'on veut franchir et plutôt que de se mettre une notion de temps. Et après, avoir ce retour joueuse. Alors, le retour joueuse, on ne va pas lui demander un retour de venir écrire, mais c'est plutôt un retour à la fin de 2-3 mois, lui dire, bon, bah, qu'est-ce que tu as pensé de ce cycle de travail? Voilà. Et comme ça nous permet d'avoir un suivi. Donc ça, c'est sur le constat et observation. Et je vais t'en mettre un autre. Tu l'as pas à l'écran? Non, ton écran a gelé là. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, parfait. C'est l'autre, travail individuel.
C'est pas le même, on est d'accord? Oui, oui, c'est pas le même. Ok. Et donc ça, en fait, c'est les fiches routines. Ça, c'est les fiches routines. Donc, il y a semaine 1, semaine 2. Ça, c'est suite à un échange avec un collègue qui m'avait suggéré ça. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une fiche routine où la routine, on la fait toujours avec la joueuse une ou deux fois. Et après, après, elle est capable d'être en autonomie. Elle a les rappels un petit peu. Là, c'est l'aspect technique. Souvent, ça va être l'analytique. Là, c'est quand on va passer sur les enchaînements, sur les skills. Et donc, elle a une routine en semaine impaire et une routine en semaine paire pour éviter la lassitude. Et c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être évolutives en fonction des discussions avec la joueuse. Parce que la joueuse, elle peut me dire, ouais, ça va pas, ça, j'avance bien, ça j'arrive pas, est-ce qu'on peut redescendre? Et voilà, donc ça c'est pareil. Le but d'avoir ce type de fiche, c'est de formaliser et savoir qui fait quoi et savoir aussi où est-ce qu'on en est. Voilà un petit peu ce que je pouvais partager avec, avec vous en termes de trucs, de documents. Alors, on va continuer. C'est bon là, Karim? Oui, on est sur le PowerPoint là. Ok. Analytique, créer des sensations, mémoire corporelle. Le but, là, je vais vous montrer une petite vidéo de routine. Moi, j'aime beaucoup commencer en général par de l'analytique parce que déjà, en début de séance, je trouve que c'est bien quand on n'est pas échauffé. On peut rentrer progressivement dans l'entraînement et puis ça permet de se mettre dans l'entraînement. Est-ce que vous avez la vidéo là, Karim? Oui, oui, très bien. Ok, donc ça c'est une petite vidéo, donc je vais la mettre en accéléré pour que vous voyez au fur et à mesure une petite vidéo de routine d'entraînement qu'on avait l'année dernière avec une joueuse qui était autour du tir. Donc on part sur de l'analytique au départ, sur du plateau ou sur du roulé sur genou, et au fur et à mesure on arrive sur du dynamique. Le but en fait là sur cette routine pour moi, c'est de traiter les. Donc là, on est sur un travail d'équilibre, de traiter pour moi les trois grands axes du tir, techniquement, qui sont équilibre, trajectoire et alignement. Donc, alors, comme ça peut être des grands mots, mais nous, après, avec les joueuses, on se met d'accord sur ce qu'il y a dedans. Donc, après, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir une routine où on va avoir le travail sur les trois axes et au fur et à mesure se mettre en mouvement pour finir sur, là comme vous voyez, du tir totalement en mouvement. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on peut faire 10-15 minutes avant un practice ou un peu plus et on a un peu de finition, à la fin un peu de ball handling. Donc l'analytique, pour moi, il est important pour créer, comme je disais, de la mémoire corporelle, pour créer des sensations et avoir des repères. Ce qui est important derrière l'analytique, tu as toujours PowerPoint là, Oui, c'est l'aspect dynamique. L'aspect dynamique, je reprends le tir, on peut être très adroit en analytique, mais en match, on est rarement à l'arrêt. C'est pareil pour le travail de passe, on peut être très bien en analytique, mais à un moment donné, il faut forcer à trouver des repères dans l'espace et forcer à s'adapter un petit peu au rythme de match. C'est pour ça que la vitesse d'exécution, pour moi, à un moment donné, même en 1 contre 0, elle va être importante. Jamais, on est d'accord, à l'intensité ou la vitesse d'exécution qu'on aura réellement en match, mais il faut chercher à s'en rapprocher. Je vais vous mettre une autre vidéo. Juste sur du dynamique. Non, là, t'as cette vidéo. T'as quelle vidéo là? T'as Nice sur le. alors là, pas encore. Il faudrait que tu recliques dessus. Ok.
Ouais, là, on a Nice. Ok, là, je sais pas pourquoi. Je vais vous mettre une petite vidéo en dynamique. Hop, excusez-moi. Hop, tac. Allez. Est-ce que c'est bon? On a Landerneau là, Karim? Ouais, Pour tout. ouais. Ok, parfait. Alors là, cette situation, je vais vous la mettre. Et puis après, en fait, là, on est sur du travail. Donc, tu es qu'une joueuse qui avait un problème d'agressivité dans le tir. Bon, et puis, on a aussi travaillé autour de la mécanique. Et pour nous, c'était avoir la capacité à voir le cercle assez rapidement et prendre la décision. D'accord? Donc, ce travail là qui était fait en dynamique, le but, in fine, c'est d'être capable de de le remettre en match. Tu vois? Et comme j'ai dit, pardon, le son va vous tuer. Le but, là c'est bon Karim, t'es en match? Non, il faut que tu repasses sur le partage. Oh là 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 là. Je suis vraiment désolé. Tac, 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 tac. Il veut pas. Là, Ok. tu l'as? Ouais, nickel. Ok. Et donc, là, d'ailleurs, je vais juste mettre une image où on est hop, sur la même situation. Et en fait, là, nous, ce qui va nous intéresser sur ce genre de choses, donc je passe du dynamique directement à en match, bon, même s'il y a des cases entre deux, c'est de se dire, on était sur un travail où on voulait qu'elle voie le cercle assez vite et qu'elle soit capable de prendre la décision de tirer quand elle était ouverte parce qu'elle ne tirait pas. Là, on pourrait dire plein de choses sur le tir, sur les appuis, mais en fait, nous, on est juste content qu'elle ait vu, elle ait pris l'information et elle ait tiré. Tu vois. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et on en reviendra après dans les critères d'évaluation du travail. C'est que il n'y a pas que l'efficacité qui est importante, mais il y a qu'est-ce qu'on cherche à développer avec, avec la joueuse. Euh, Derrière le dynamique, on a cette partie-là contextualisée. Contextualiser, c'est se rapprocher, forcer à prendre des décisions, forcer à lire et rajouter aussi de la contrainte défensive. Parce qu'il y a il y a des joueurs, des fois, il ne faut pas se mentir, ils sont très très forts en 1 contre 0, très très forts en workout, mais passer le cap du match, c'est plus compliqué. Alors, bien sûr, il y a l'aspect mental, mais il y a l'aspect aussi peut-être que dans les entraînements, ils ne sont pas assez habitués à avoir ça. Je dois prendre une décision parce que au workout, il sait qu'il doit faire exactement ça, ce move-là. Non, là, je dois lire. Et puis, peut-être aussi qu'on n'a pas l'habitude que ça défende dur ou qu'on soit un petit peu poussé. Et je pense que dans la contextualisation, il y a, ça arrive. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, la pression un petit peu psychologique sur le tir est important, donc les deux à la suite, les trois à la suite. Parler que de switch aussi, rajouter de la fatigue avant d'aller sur les tirs. Ça, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, est important. Je vais vous mettre, une petite vidéo là. Hop, c'est pas la bonne. C'est bon, Karim, là? Oui, T'es où? Nice. Parfait. Alors là, on est avec une joueuse où on travaille au départ, on est sur, comme je disais, début de séance, on pouvait voir avec l'heure, sur du travail de tir, autour de l'hésitation, capacité à lire, les bras sont bas, on va tirer. Et en fait, après, la contextualisation, ça veut juste être, là, je vais passer un peu en mode défenseur, à lui dire, bah, maintenant, tu dois voir ce que je fais. Est-ce que j'ai les bras en bas et c'est dire que tu peux monter sur le tir ou est-ce que je vais sortir l'appui et c'est dire que tu vas devoir m'attaquer. D'accord. Donc là, hop, défenseur bras bas, j'ai largement la distance. Vous voyez, quand j'arrive dans ces appuis, le ballon est parti, elle est bien. Là, il y a bonne lecture. Et la deuxième situation, ça peut être la même chose. Mais là, je suis sorti avant et elle a la capacité à lire
et à trouver la bonne finition derrière. Donc ça, je pense que ce sont des étapes importantes. J'ai deux, trois exercices. Ouais, ok. Je vais vous mettre aussi deux, trois exercices là. Attendez, bougez pas. Euh, sur la prise de décision, sur prendre l'information. Voilà. Est-ce que vous avez l'image là quand même? Oui. Ok. Alors là, c'est un travail au départ assez simple. Moi, je fais des fois avec les jeunes sur le centre, j'ai fait même avec les pros. En fait, on peut avoir plusieurs joueuses en même temps sur le terrain. Donc là, on a un travail au départ de ball handling normal. D'accord, vous imitez ce que vous voulez. On va aller jusqu'ici en dribble. Et là, en fait, on a deux possibilités. Soit on passe la balle au coach. Donc, c'est le coach qui anime, hein. Donc, le premier step, souvent, pour moi, c'est passer la balle au coach. Et derrière, c'est est-ce que le coach, euh, est-ce que le coach regarde, me demande le ballon avec les mains, à ce moment-là, je lui fais la passe. Est-ce qu'il ne me demande pas le ballon, à ce moment-là, je vais y aller en dribble. C'est la première chose. La deuxième étape de ce type d'exercice, ça va être le coach me demande le ballon ou pas, donc j'ai fait la passe ou pas. Et quand je récupère le ballon, est-ce qu'il avance un appui? Là, s'il avance un appui, je vais attaquer l'appui haut par là pour le jouer. S'il avance pas d'appui, je vais pas, je vais, comment dire, je vais pas jouer, je vais aller à l'opposé. Euh, Ça, c'est une autre type de lecture. Et en fait, on est sur un échauffement classique, blending, mais on habitue déjà le joueur à prendre l'information, lire et réagir en fonction d'eux. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir très tôt, ce qu'on peut faire, je pense, à tout âge, et qui sont importantes d'ailleurs dans le cheminement, parce que plus on est habitué à prendre les informations et les décisions, et plus vite ça devient naturel en match. Et tout ce qu'on fait naturellement en match, souvent, on est plus efficace. Je vous ai mis un autre, euh, un autre exercice aussi là. Euh, T'as pas le partage encore là, Karim, je suppose? Non, pas encore. Ok, je te le mets. Alors, là, on est sur un exercice avec trois plots. Blending, on fait pareil, ce qu'on veut autour. Et là, moi, je le fais de plusieurs manières différentes. C'est sorti, je peux mettre la main, ça veut dire que je veux qu'on m'attaque ou qu'on mette un dribble sur le côté pour créer un espace de tir. Ça peut être sorti, je suis loin, donc là, il faut être capable de lire, monter sur le tir. Et après, ça peut être aussi, j'aime bien le faire avec un bâton, mais on peut le faire avec une mousse ou autre chose. C'est si jamais je monte l'appui et qu'on m'attaque, derrière, savoir comment est-ce qu'ici on va s'organiser autour des finitions. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce que je vais venir en lay-up? Est-ce que je vais décaler un petit peu mon bras sur la finition? Est-ce que je vais aller chercher un lay-back? Est-ce que je vais aller chercher un power parce que j'aurais défendu vraiment sur le côté? Tout ce type de finition, là, ça peut être mis à ce moment-là. Et comme je dis, après, là, c'est vraiment libre au cours. Et ce qui est le plus important, je reviens dessus, c'est pas euh, ici, enfin, c'est pas ce que vous allez faire comme drill d'exercice, c'est ce que vous allez mettre dans le contenu. Ici, par exemple, on peut être sur quelque chose de... Enfin, c'est un circuit court, mais il doit être rythmé. Le but, c'est d'avoir quelque chose de rythmé pour derrière avoir une action qui ressemble avec un vrai rythme, un peu de fatigue et surtout être proche de ce qui peut se passer en match. Tac, 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 tac. Euh, Dernière chose que je veux passer, parce que ouais, il est 50. Il me reste encore un peu de temps là, Karim. Oui, oui. Ouais. Alors, je vais vous mettre une dernière vidéo là sur des exercices. Euh, c'est quelque chose. Alors, je vais baisser le son. Tu le vois là? Oui, très bien. On a Landerneau? Oui. Ok, parfait. Là, on va être sur un travail, moi, que j'aime faire. Alors, bon, là, j'ai fait exprès de le mettre, hein. Vous voyez tout ce travail de routine qu'on a, c'est-à-dire que j'ai une joueuse qui je sortais de séance, et la sortie de séance, elle avait sa routine de dribble. Donc, elle est en totale autonomie sur sa routine. Ici, dans un premier temps, on va être sur un travail de ball handling suivi de tir. Et vous verrez sur la fin de la vidéo, le but, ça va être d'avoir un enchaînement dribble-tir avec encore plus d'intensité.
Donc là, on est sur du travail classique. Ce qui m'intéresse, là, c'est le rythme, d'accord. Et derrière, on a plusieurs tirs, d'accord. Enchaîner les tirs sous fatigue et chercher à être le plus efficient possible dessus. Alors cet exercice-là, voilà, vous ne le voyez pas, mais en principe, elle a 3 passages comme ça d'affilée. Derrière, on a l'obligation de mettre 3 lancers francs en switch dessus, de suite, voilà, pour valider le passage. Là, on est sur un exercice où on va combiner les deux, ball ending, derrière et tir. Et c'est toujours la même chose, essayer d'avoir un nombre de tirs consécutifs. Donc là, ça va être 3. Et ce que j'aimerais rajouter aussi à la fin d'un exercice comme ça, c'est le fait de transiter sur la défense. Donc vous allez voir que la joueuse, elle enchaîne les tirs là, donc elle sort de 2 crosses entre les jambes. Là, le but, c'est de permettre pareil à la joueuse de découvrir des choses, donc varier les changements de main, lui laisser un peu de créativité et de liberté parce que je pense que c'est important. Enchaîner, avoir de la fatigue et transiter tout de suite sur du travail défensif. Voilà, qui ne va pas durer longtemps, mais c'est important aussi, je pense, dans le travail individuel qu'on ne soit pas toujours porté que sur l'attaque et qu'on pense que j'ai fait une bonne attaque, j'ai bien attaqué, mais derrière, il faut vite être capable de rebasculer sur la défense. Je vais revenir sur la fin du document. Pour conclure, c'est bon là, vous le voyez, Karim? Karim? Ok. Je suis tout seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est good? Ok, merci. Good. Karim a disparu. Alors, évaluer. La première chose, c'est de se dire qu'il y a différents critères tout au long du processus de développement pour, pour évaluer. Et que c'est pas juste à la fin qu'on évalue. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, on franchit des étapes. Moi, j'aime bien, c'est ici, là, utiliser des exercices de référence qui nous permettent de voir où est-ce qu'on en est et de voir notre progression. Pour que ce soit factuel et je trouve que ça amène aussi de la confiance. La progression, donc je pense qu'en fonction, on ne peut pas donner des critères pour une seule chose, dire c'est ça les critères. En revanche, sur le processus de remédiation, de développement, on peut avoir des critères qui sont la pertinence, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a mis en place, ça a été pertinent pour traiter le problème? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on s'est développé? Et la viabilité. La viabilité, c'est la capacité à devenir régulier. Parce qu'il y a une chose, on parle de joueurs professionnels, mais donc je pense qu'on peut le dire, un joueur, il vaut cher parce qu'il est régulier. Parce qu'on sait que tous les week-ends, il va nous apporter tant de points, tant de passes, tant de rebonds. Quelqu'un qui met une fois 20 points et tout le reste de la saison, il en met 2 ou 4, si c'est quelqu'un qui se dit offensif, il va intéresser personne. On va préférer quelqu'un de régulier. Donc la viabilité, c'est est-ce que ce qu'on a mis en place sur le temps, ça va tenir? Voilà. Est-ce que les outils qu'on a donnés aux joueurs sur le temps, ça va tenir? Les outils qu'on va avoir du coup pour évaluer, l'outil vidéo, que ce soit en match ou à l'entraînement, ça permet aux joueurs de se voir et lui aussi de réaliser ses progrès. Les statistiques, alors c'est pas que les statistiques en match, hein, mais statistiques tout bêtement sur des exos qu'on peut faire en entraînement. Et donc j'en parlais, les exercices de référence qu'on peut faire régulièrement et qui peut montrer aux joueurs qu'il est en progression sur tel ou tel aspect du jeu. Et enfin, je dis, pour évaluer, il faut se poser les bonnes questions. J'ai pris l'exemple d'un joueur ou d'une joueuse qu'on veut faire évoluer sur pick and roll. La première question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que j'ai marqué ou pas, c'est est-ce que j'ai fait la bonne lecture. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai apporté la bonne réponse. Et la troisième question seulement, ce sera est-ce que j'ai été efficace. Et je pense que ça va nous permettre d'évaluer. Et à chaque fois qu'on va passer des caps dans la régularité de la bonne lecture, la régularité de la bonne réponse, la régularité sur l'efficacité, on va devenir efficace en match.
Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et, Hmm. On va et passer. Oui, vas-y, je oh, t'en prie, pardon. non, s'il y a des questions, je suis Oui, tout. oui, il y a des questions, donc je vais te les transmettre. Alors, il y a une première question qui disait vivacité plutôt le mardi et pas en veille de match. Pourquoi? Alors, je vais répondre. Je ne suis pas préparateur physique, mais bon, ce que je peux te dire, c'est que je crois qu'il y en a. Enfin, pour moi, je suis sûr, il y en a le vendredi. Alors après, je crois que Hugo, le prépi, il est dans le truc. Je crois qu'il regarde. Mais pour moi, il y en a le vendredi aussi. D'accord. Concernant la formation de jeunes, comment arrives-tu à faire comprendre à tes dirigeants l'importance du travail individuel en U18, championnat de France notamment, alors que ces derniers n'ont que les résultats en tête? Quel pourcentage faudrait-il accorder selon toi au travail individuel dans une semaine type, aux alentours de 8 entraînements par semaine? Euh, première des choses, j'ai la chance d'avoir des dirigeants moi, qui ne sont pas focus que sur les résultats et qui nous font entièrement confiance sur le processus. Maintenant, quel temps il faut de travail individuel? Euh, Comme ça, moi, je te dirais qu'aujourd'hui, nos semaines, elles sont découpées de telle sorte, c'est que on a pratiquement 20% de notre temps qui est avec le préparateur physique et le reste, sur toutes nos séances, on a minimum 20 minutes de travail individuel et après, tu as du travail collectif et on a 2 séances de travail individuel. Donc, quantifié, je pense que nous, on doit avoir 30% de travail individuel sur l'année parce que pourquoi on a ces 30 séances, ces 30%, parce que aussi on a des cycles entiers de travail individuel. C'est-à-dire que, par exemple, notre premier cycle sur le centre de formation, sorti de la prépa, de septembre jusqu'à mi-octobre, on était sur un cycle travail individuel. C'est-à-dire que 45 minutes par entraînement, minimum, c'était travail individuel. Et le reste, c'était seulement sur du collectif ou de la prep. Donc, quand tu englobes tout, parce qu'on a 2 cycles de travail individuel comme ça dans l'année, donc 12 semaines où tu es pratiquement que sur le travail individuel, bah, ça fait sur l'année 30% pratiquement. Alors, question suivante. Pourquoi est-ce que tu peux revenir sur les trois axes que tu travailles autour du tir et pourquoi ceci? Donc, c'est équilibre, trajectoire et vitesse, c'est ça? Non. Équilibre, trajectoire, alignement. Alors, pourquoi alors, l'équilibre, pour moi, c'est la première des choses. Après, l'équilibre, c'est pas seulement tenir droit, parce qu'en fait, nous, on a un sport où on va vite, on doit s'arrêter et on doit tirer, tu vois, souvent. Où on va vite, on doit ralentir, on doit aller au lay-up. Et en fait, le but, c'est d'apprendre au corps à retrouver une situation d'équilibre le plus rapidement possible parce que l'instabilité crée l'inefficacité. Donc, l'équilibre, on va le trouver à travers la posture au niveau des appuis, à travers la manière d'être fléchi, à travers le transfert qu'on va avoir de la chaîne postérieure à la chaîne antérieure. Et donc, ça, pour moi, c'est pour ça que c'est la première des choses qui est importante, l'équilibre. Ensuite, les alignements. Alors, là, je mets un astérix. Euh, on dit, ouais, il faut que le pied soit aligné avec le. Enfin, il faut l'alignement coude, genou, pointe de pied. Voilà. Ça, c'est la théorie. Après, faut, comme je disais, chaque joueur est différent. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui, morphologiquement, s'ils sont comme ça, ils ont du mal. Tu vois. Donc, ils vont sortir un petit peu le coude. Mais, in fine, il faut avoir pour moi un alignement avec essayer d'avoir le coude dans l'axe à la fin du tir. Il faut tu vois, moi, la hanche, par exemple, il y a des gens qui vont aimer tirer avec la hanche, mais l'alignement du coude qui monte et qui finit dans l'axe du panier, je pense que c'est important. Avoir comment dire, l'alignement, le ballon au-dessus des yeux, c'est quelque chose aussi pour moi d'important parce que ça permet de se développer et de ne pas pousser vers l'avant. Et la trajectoire ensuite, bah, c'est pour se donner les chances de marquer. C'est que si sur le tir, on a tendance à aller vers l'avant et pas vers le haut. Moi, j'aime bien utiliser le fait qu'on tire sur un fil pour s'étirer, le fait de se développer.
le ballon ne monte pas et plus le ballon, on va avoir une belle trajectoire, plus on va avoir le temps même pour le lâcher et le contrôler au niveau des doigts. Et, en plus, au final. Voilà si je peux résumer en quelques secondes le travail autour du tir. Alors, au niveau du travail individuel avec les joueuses pro, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est volontariat? Comment vous organisez ça? Volontaire. Volontaire. C'est-à-dire qu'il y a là, tout ce que j'ai fait, c'est sur le travail volontaire. Il y a des séances de travail individuelles au sein de la semaine. Je vois souvent, c'est le mardi matin et le jeudi matin, où là, on va bosser par poste en général, tu vois. Mais sinon, là, je te parlais que de l'extra. C'est-à-dire ça, c'est volontaire. Alors après, des fois, il y a des filles qu'on incite. Mais je pense que tu peux inciter un jeune joueur ou une jeune joueuse au départ pour lui montrer un petit peu, lui donner les bonnes habitudes. Mais tu peux pas être moteur du projet de quelqu'un s'il n'a pas envie de faire. Alors, la question de Corentin, sur un joueur qui maîtrise extrêmement bien tous les aspects individuels, comment faire pour continuer de le faire travailler individuellement, même s'il maîtrise globalement tout? Est-ce qu'il faut travailler plus sur la vitesse d'exécution? Ouais. Bah, s'il maîtrise globalement tout, alors ma question c'est à quel niveau est-ce qu'il maîtrise globalement tout? Et du coup, est-ce qu'il peut pas tout faire un peu plus vite? Tu vois déjà, est-ce qu'il peut pas faire plus vite dans la vitesse d'exécution, plus vite dans la vitesse de prendre la décision, être défendu peut-être un peu plus fort, être déstabilisé un peu plus fort, ça va être ça le truc. D'accord. Est-ce que toutes les joueuses pro travaillent ou majoritairement les plus jeunes? Alors, il n'y a pas d'âge. Euh, Toutes non. Toutes non. Je pense qu'après, c'est en fonction des gens. Mais je dis pas que c'est majoritairement les plus jeunes. Forcément, nous, quand on a des jeunes, souvent, c'est qu'on leur a vendu un projet de développement, donc ils viennent aussi pour ça. Mais il y a des gens qui. Enfin, cette année, on avait une joueuse, Taylor Wurtz, qui est pratiquement trentenaire. Euh, je pense que c'est une des filles qui était le plus à la salle. Tu vois. Donc, il y a pas d'âge, je pense, comme dirait Kylian Mbappé. Mbappé ne parle pas d'âge. Voilà. D'accord. Comment maintenir la volonté d'un joueur en échec? Ah, très bonne question. Très bonne question. Comment maintenir la volonté? Bah, je pense il y a de la réassurance, il y a de la réassurance à amener et comme je dis, lui montrer qu'il est capable d'eux et que aussi dans l'apprentissage, il y a la partie échec et que bah, on peut pas toujours être sur une pente ascendante. Des fois, il faut accepter de stagner ou descendre avant de pouvoir remonter et lui dire que bah, l'échec fait partie de l'apprentissage. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à faire comprendre aux joueurs et aux jeunes. Est-ce que le travail par mimétisme fonctionne-t-il? Par exemple, prendre l'exemple d'un joueur professionnel et tenter de reproduire son geste, faire reproduire son geste par un autre joueur. Moi, je suis pas fan. Alors, on peut regarder un move, essayer de prendre un move, mais après, comme je dis, chaque personne est différente. Donc, il faut être à l'aise avec ce qu'on va faire. Donc, prendre un move et vouloir le remettre exécuté, oui. Vouloir mimer un geste, euh, ouais, je suis plutôt partagé. Je ne dis Une pas qu'il ne faut question, pas le faire, mais je ne suis pas dans ça. une question qui m'intéresse. As-tu des joueuses qui ont un entraîneur personnel? Si oui, avez-vous des relations staff et entre le staff et lui? Non, alors non, non, non. Je regardais, non. On a, la majorité des joueuses ont des prep filles, donc elles sont en relation avec le préparateur, avec notre préparateur physique qui leur prep fille. Ça, mais coach personnel, non, non, non. On en avait une l'année dernière, une américaine, mais on n'a jamais eu contact avec son coach.
Sur le travail individuel, est-ce que vous intégrez des routines de mobilité et renforcement spécifiques en plus des routines basket? Alors ça c'est le ouais enfin ça c'est la partie prep fille et les filles elles ont toutes des routines en fait. Nous chez nous les filles elles ont toutes des routines à, à faire et si elles ont du en plus à faire c'est pareil c'est vu directement avec le prep fille. Et du coup ça va pas rentrer dans la séance individuelle que nous on va faire en sachant que des fois sur les séances extra comme je disais dans la planification bah, ça arrive qu'avec le prep fille on se dise bah moi, j'ai un tel de telle heure à telle heure, et toi, tu as un tel de telle heure à telle heure, et puis après, on inverse. Donc, s'il y a des choses à faire, ça a été fait avant. D'accord. Euh, Moi, j'ai une question. Oui. Si, dans le cas d'une joueuse qui aurait son coach personnel, est-ce que vous seriez ouvert à travailler avec lui? À Euh, communiquer, c'est-à-dire qu'il y ait une relation entre vous et lui. Connaissant le coach qui est très ouvert, il n'y aurait aucun souci. Il y aurait... Enfin, moi, je sais qu'il n'y aurait pas de souci. Et connaissant Steph, lui, il est ouvert. Donc, tant qu'il y a un cadre, c'est pas quelque chose qui poserait, je pense, souci. Après, je dis le conditionnel. Ah, bah, il a dit avec plaisir. Dernière question, tu as parlé de feedback dans tes slides. Ouais. Comment tu évalues la quantité de feedback à donner? C'est-à-dire qu'il y en est entre le trop et le pas assez. Prioriser. La quantité, euh, souvent, ça va dépendre. Est-ce que, par exemple, on sort d'un entraînement, moi, je vais souvent prioriser sur un thème tactique et dire, ah, bah, globalement, ça, c'était pas trop mal, tu vois, et un truc technique, parce que si tu donnes trop d'informations, derrière, elle va pas être capable de restituer, alors que, voilà, moi, ouais, deux feedbacks globaux ou précis sur des points techniques et pas plus parce que ça va vite, mine de rien. Hein. Ça va vite. D'accord. Alors, je crois qu'il y a, attends, je regarde s'il y a oui, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Comment gères-tu les joueuses plus anciennes, voire en fin de carrière? Est-ce que tu travailles sur leurs points forts ou tu veux améliorer leurs points faibles? Les joueuses, les anciennes, euh, elles se connaissent souvent. Elles se connaissent. Donc, en réalité, quand tu bosses avec une ancienne, souvent, elle te dit ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire. Et donc, développer les points faibles, elles sont jamais fermées, tu vois. Mais si elle vient faire durable, souvent, c'est pour faire ce qu'elle sait faire. C'est souvent pour faire ce qu'elle sait faire. De temps en temps, sur une séance, ça veut dire ah bah pourquoi pas, est-ce qu'on peut faire ça? Donc c'est un point à développer. Mais 9 fois sur 10, les plus anciennes, elles veulent faire ce qu'elle sait faire parce que c'est ce qui lui a permis d'être là et que voilà. Quoi. Donc, c'est plus de l'accompagnement que Ouais, autre chose. beaucoup plus. D'accord. Bon, moi, je crois qu'on a tout couvert. Moini, je vais te remercier d'avoir donné ton temps et Merci. apporté toutes ces Merci à toi. réponses. Est-ce que, oui, je pense que ça doit être possible, de mettre à disposition ta présentation? Ouais, bien sûr. S'il y a des coachs qui souhaitent te contacter ou te poser des questions en dehors, comment ils peuvent te joindre? Comment ils peuvent me joindre Twitter alors je peux mettre mon mail sur la presse aussi. Twitter, mail, Instagram. Euh, mon Twitter, tu pourras me mettre, parce que mon Twitter n'est pas à mon nom, bien évidemment. Mais Karim qui partagera, et puis sinon, prenez contact avec Karim, il vous dira comment. Ouais, Twitter, mail, Instagram, D'accord. Facebook, il y a tout maintenant. Ouais. Ok. Bon, bah, je partagerai tout ça. Voilà, Très bien. Bah, super, écoute, je te remercie encore une fois. merci. Et puis, ben, prends soin de toi. Yes, merci. Au revoir tout le Au monde. revoir.